Quelques jours avant mon anniversaire, je savais que ma sœur inventerait quelque chose pour forcer mes parents à annuler l'événement. C'était devenu un schéma répétitif, que je ne pouvais plus ignorer. Alors, quand ils ont une fois de plus pris son parti, je suis parti pour de bon. Je franchis la porte d'entrée après une journée de 8 heures à la quincaillerie. Je tiens un gâteau au chocolat, que je me suis acheté moi-même à la boulangerie du supermarché. Il m'a coûté 6 €. Les mots « Joyeux anniversaire » étaient écrits avec un glaçage bleu, qui coulait déjà à cause de la chaleur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Mes parents, Patricia et Denny, étaient assis dans le salon avec ma sœur Alay. Cela ressemblait à une sorte de mise en scène pour une intervention. À la seconde où je suis entré, ma mère a levé les yeux vers moi. Elle arborait une expression qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais plutôt une déception feinte, et elle m'a annoncé la nouvelle. Blake, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de fête d'anniversaire cette année. Alay se sent éclipsée ces derniers temps, et elle a besoin de toute l'attention de la famille en ce moment. Tu comprends? Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Comme si mes propres sentiments sur le sujet n'étaient qu'un bruit de fond, totalement insignifiant. Alay était assise sur le canapé en cuir usé. Elle prenait un air convenablement bouleversé, de fausses larmes commençant déjà à perler dans ses yeux. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est déclenché dans mon cerveau. Ce n'était pas juste une énième fois où j'étais invisible au sein de ma propre famille. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, l'aboutissement de toute une vie passée à être effacée. J'ai posé le gâteau sur la table basse sans dire un mot. J'ai marché droit vers ma chambre, et j'ai commencé à emballer tout ce que je possédais. Le poids étouffant de ce moment prenait tout son sens, surtout quand je repensais aux 20 dernières années de ma vie. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous expliquer la dynamique familiale qui a mené à ce désastre. Alay a 2 ans de moins que moi. Quand elle avait 8 ans, elle a gagné un concours de beauté pour enfants. L'une de ces petites compétitions régionales, dont les parents désespérés se persuadent qu'elles ont de l'importance. Je me souviens très clairement de ce jour, car ce fut la dernière fois que mes parents m'ont regardé avec une fierté sincère. Juste avant qu'on ne remette à Alay ce trophée en plastique bon marché, tout a changé. À partir de cet instant, chaque événement familial, chaque euro économisé, et chaque once d'attention parentale ont été redirigés vers Alay. Tout allait à ses innombrables concours, ses cours de danse, ses leçons de chant et ses coachs de théâtre. La maison s'est transformée en un sanctuaire dédié à ses talents médiocres. Mes bulletins scolaires, remplis de bonnes notes, ne recevaient que de brefs hochements de tête. Pendant ce temps, les rubans de participation de Alay étaient encadrés, et accrochés sur chaque mur disponible. Quand j'ai été accepté à l'Expo Sciences de l'État avec un projet que j'avais passé des mois à développer, mon accomplissement s'est volatilisé. Il a été totalement éclipsé par l'excitation entourant la prochaine compétition de Alay. J'ai appris à célébrer mes victoires seul dans ma chambre, tandis que le salon devenait la scène personnelle de Alay. Papa a commencé à faire des heures supplémentaires à l'usine, pour payer les robes de compétition coûteuses et les frais de déplacement de Alay. Il rentrait à la maison l'air détruit, dînait en silence, puis restait assis pendant des heures à regarder Alay répéter ses chorégraphies. Je l'ai regardé vieillir de 10 ans en l'espace de 3 ans. Ses épaules s'affaissaient de façon permanente, écrasées par le poids de la pression financière et de l'épuisement émotionnel. La seule personne qui voyait clair dans cette folie était mon grand-père, Walter, le père de mon père, qui vivait de l'autre côté de la ville. La famille parlait rarement de Walter, car lui et ma mère avaient une vieille querelle. Elle lui reprochait de ne pas soutenir financièrement les rêves de concours de beauté de Alay. Un homme intelligent. Mais Walter me retrouvait secrètement à la bibliothèque ou au parc. Il apportait des sandwichs, et m'écoutait vraiment quand je parlais de l'école, de mon travail à temps partiel à la quincaillerie, ou de mes projets universitaires. C'est lui qui a fêté ma réussite quand j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse partielle. Il avait même ouvert un petit fonds d'études pour moi sans le dire à personne, y faisant des dépôts dès qu'il le pouvait. Mais ce qui a rendu cette soirée d'anniversaire encore pire, c'est ce que j'avais entendu par hasard 3 heures plus tôt. J'étais rentré tôt de mon service, et j'avais entendu Alay au téléphone dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte. Sa voix avait cette fausse douceur, celle qu'elle utilisait quand elle racontait des mensonges à ses amis. « Ouais, j'ai déjà dit à maman que j'ai besoin de plus d'attention en ce moment, » disait Alay en ricanant. « Je veux dire, c'est l'anniversaire de Blake demain, mais on s'en fout, non ? » Je leur ai dit que je me sentais vraiment déprimé et négligé.
Maman a marché à fond. Elle va lui annoncer ce soir qu'on ne le fête pas, parce que j'ai besoin du soutien de la famille. Je suis resté figé dans le couloir pendant qu'elle continuait. Le meilleur dans tout ça, c'est que personne ne sait que j'ai été renvoyé de l'université il y a 3 semaines. La lettre de renvoi de l'administration va arriver d'un jour à l'autre. Mais d'ici là, je les aurai convaincus que j'ai abandonné, parce que j'étais trop stressé par le fait que la famille se concentre sur Blake plutôt que sur moi. Tu te rends compte qu'il vit encore ici à 23 ans? Quel loser. Elle a ri, de ce petit rire cruel que j'avais entendu des milliers de fois auparavant. J'ai déjà convaincu maman que nous devions passer l'anniversaire de Blake à parler de mes sentiments et de mon avenir. Quand cette lettre arrivera, ils seront tellement inquiets pour ma santé mentale qu'ils se ficheront complètement des 40 000 € qu'ils ont gaspillés pour mes frais de scolarité. 40 000 €. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas m'aider pour mes dépenses universitaires, parce que l'argent se faisait rare. Pourtant, ils avaient dépensé 40 000 € pour l'éducation de Haley, qu'elle venait tout simplement de jeter par les fenêtres. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. Quelque chose qui se fissurait depuis des années venait finalement de voler en éclats de manière définitive. Alors, quand je suis entré 3 heures plus tard avec ce pathétique gâteau acheté au supermarché, et que je les ai vus tous assis là, prêts à annuler mon anniversaire pour la crise fabriquée de Haley, je savais exactement ce qui se passait. Haley avait orchestré tout cela pour détourner l'attention de son échec scolaire. Elle utilisait mon anniversaire comme diversion, se transformant en victime avant que la vérité n'éclate. Maman s'est avancée sur le canapé, les mains croisées. Elle avait cette attitude bien rodée, typique de quand elle dispensait ce qu'elle croyait être de la sagesse maternelle. Blake, tu dois comprendre que Haley traverse une période très difficile en ce moment. Elle a l'impression que la famille ne l'apprécie pas à sa juste valeur, et nous devons lui montrer quelle est notre priorité. Ton anniversaire revient chaque année, mais le bien-être émotionnel de Haley est fragile. Nous devons nous unir en tant que famille et la soutenir. Cela signifie pas de fête, pas de gâteau, pas de cadeau. Nous allons passer la soirée à parler des sentiments de Haley, et de la façon dont nous pouvons mieux soutenir ses rêves. J'ai regardé papa, espérant un signe de résistance, une lueur de conscience montrant qu'il comprenait que c'était mal. Mais Denny fixait simplement ses mains, vaincu, comme toujours. Il avait renoncé à se battre depuis des années, choisissant la survie au lieu de la confrontation. Haley a finalement pris la parole, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Je suis désolé, Blake. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je me sens tellement invisible parfois. J'ai l'impression que personne ne voit à quel point je lutte. J'ai besoin de savoir que cette famille tient à moi, que je ne suis pas juste oublié. Oublié. Elle a vraiment osé prononcer ce mot. La fille dont le visage recouvrait chaque mur, dont les trophées remplissaient chaque étagère, dont les besoins déterminaient chaque décision familiale. Elle se sentait oubliée. Pendant ce temps, je dormais dans la même chambre minuscule depuis l'âge de 5 ans, car Haley avait besoin de la plus grande chambre pour ses costumes de concours. Je portais les 3 mêmes paires de jeans depuis 2 ans, parce que Haley avait besoin de nouvelles tenues pour ses photos Instagram. J'avais été tellement oublié que la plupart des membres de la famille élargie ne se souvenaient même pas de ce que j'étudiais à l'université. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas d'annonce, pas de confrontation dramatique, pas de supplication pour obtenir de la reconnaissance. J'ai simplement posé ce triste petit gâteau sur la table basse, je les ai regardés un par un pour la dernière fois, et j'ai marché jusqu'à ma chambre. Ils pensaient probablement que j'allais bouder, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de disparaître complètement de leur vie. J'ai bougé dans ma chambre avec l'efficacité de quelqu'un qui avait inconsciemment planifié cette évasion depuis des années. Chaque tiroir a été vidé. Chaque document important a été rassemblé. Chaque vêtement auquel je tenais vraiment a été plié, puis rangé dans 2 grands sacs de sport et un sac à dos. La pièce avait l'air étrange à mesure que je faisais mes bagages. C'était comme si elle révélait enfin ce qu'elle avait toujours été, une halle temporaire, plutôt qu'un véritable foyer. Toute ma vie tenait dans 3 sacs. Voilà à quoi se résumaient 23 années passées dans cette maison. 3 sacs et une lettre d'acceptation à l'université. J'ai entendu des pas dans le couloir vers minuit. Papa a frappé doucement à ma porte. Blake, je peux entrer? J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, paraissant bien plus vieux que ses 48 ans, les épaules voûtées et les yeux fatigués. Pendant un instant,
j'ai cru qu'il avait peut-être retrouvé la raison. Peut-être qu'il allait enfin prendre ma défense. Au lieu de cela, il a sorti son portefeuille, et m'a tendu 5 billets froissés de 100 €. C'est tout ce que j'ai pour le moment, a-t-il dit doucement. Je sais que les choses ne sont pas justes. Je sais que nous avons échoué avec toi, mais je ne sais plus comment réparer ça. Ta mère, allait. Je n'ai tout simplement plus la force de me battre. J'ai pris l'argent. Non pas parce que je pensais que cela arrangeait les choses, mais parce que je savais que j'en aurais besoin. 500 €, c'était plus que ce qu'il ne m'avait jamais donné pour quoi que ce soit. Le fait que cela s'accompagne d'excuses pour toute mon enfance rendait la chose, d'une certaine manière, encore pire. Merci, ai-je répondu d'un ton plat. Où vas-tu aller, m'a-t-il demandé. Est-ce que ça a de l'importance? Il a eu l'air de quelqu'un qui vient de recevoir une gifle, mais il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête et s'est éloigné. Ses épaules semblaient, d'une manière ou d'une autre, encore plus affaissées qu'auparavant. Je suis parti à 2 heures du matin, pendant que tout le monde dormait. J'ai jeté mes sacs dans ma Honda Civic cabossée, qui affichait plus de 300 000 km, 187 000 miles, au compteur, et j'ai conduit vers le seul endroit où je savais que je serais le bienvenu, la petite maison de grand-père Walter, de l'autre côté de la ville. Walter a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mes bagages puis à mon visage, et s'est simplement écarté pour me laisser entrer sans poser de questions. C'est ça, le truc avec Walter. Il n'avait pas besoin d'explication. Il comprenait instantanément. L'anniversaire s'est bien passé, à ce que je vois, dit-il d'un ton sec, en se dirigeant vers la cuisine pour préparer un chocolat chaud. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, la fête annulée, les 500 € de papa. Walter a écouté sans m'interrompre. Ses mains burinées étaient enroulées autour de sa tasse, et sa mâchoire se contractait. On aurait dit qu'il se retenait physiquement de dire ce qu'il pensait vraiment. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il fini par dire. La chambre d'amis est à toi. Pas de loyer, pas de conditions. Promets-moi juste que tu finiras l'université, et que tu feras quelque chose de ta vie. La meilleure des vengeances, c'est de bien vivre. Je le lui ai promis. Cette chambre d'amis est devenue ma rampe de lancement. Je travaillais à temps plein à la quincaillerie, j'allais en cours, et je passais chaque moment de libre à me documenter sur l'investissement immobilier. Walter, il s'est avéré, s'était essayé à la rénovation immobilière des décennies auparavant. Il m'a appris tout ce qu'il savait, comment dénicher des propriétés sous-évaluées, comment faire des rénovations à petit budget, et comment maximiser les revenus locatifs. Le fonds d'études qu'il avait secrètement constitué pour moi s'élevait en réalité à 8 000 €. C'était suffisant pour couvrir une année de frais de scolarité, à condition de rester dans la région et de continuer à travailler. J'ai terminé mon diplôme en 3 ans au lieu de 4, en suivant des cours d'été, et en maximisant mes crédits à chaque semestre. Pendant ce temps, ma famille s'effondrait, n'ayant plus de bouc émissaire sous la main. La lettre de renvoi de l'université de Halle est arrivée 2 semaines après mon départ. Ma mère m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui sont passés de la colère au désespoir, puis à la culpabilisation. Blake, ta sœur a besoin de toi en ce moment. C'est une crise familiale. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? Nous devons faire front commun. Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé tous les messages sans les écouter en entier. Grâce à Walter, qui maintenait des contacts sporadiques avec papa, j'ai appris ce qui se passait. La facture des 40 000 € de frais de scolarité devait être payée. La défense de Halle, fondée sur sa prétendue crise de santé mentale, n'a pas tenu la route lorsque l'administration a expliqué qu'elle avait échoué à absolument tous ses cours par pur manque d'assiduité. Ma mère était furieuse. Papa était résigné. Halle jouait la victime plus que jamais. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à faire porter la responsabilité de son échec scolaire sur la famille, l'accusant de ne pas avoir suffisamment soutenu ses besoins émotionnels. Sans moi pour servir de tampon en moi, le garçon responsable qui rendait le dysfonctionnement de tous les autres moins grave par comparaison, ils ont été obligés de se regarder en face. Apparemment, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. J'ai obtenu mon diplôme universitaire à l'âge de 24 ans, avec une licence en administration des affaires, et exactement 0 membre de ma famille dans l'assistance. Walter est venu,
apportant un petit gâteau et une carte contenant un chèque de 1000 euros. Du capital d'investissement, comme il l'a appelé. Va conclure ta première affaire. Cet été-là, j'ai trouvé une propriété saisie dans une liste de vente aux enchères bancaires. C'était une maison de 3 chambres, située dans un quartier convenable, qui était restée vide pendant 8 mois. L'herbe m'arrivait à la taille. La peinture s'écaillait. Et l'intérieur avait l'air d'avoir été abandonné en pleine rénovation, par quelqu'un qui avait manqué d'argent et d'espoir. Parfait. La banque l'avait mise à prix à 52 000 euros, mais je pouvais voir qu'ils étaient désespérés. Les propriétés dans cet état effrayaient la plupart des acheteurs, qui recherchaient des maisons prêtes à être habitées. J'ai passé une semaine à faire des recherches sur des ventes comparables, à calculer les coûts des réparations, et à établir un budget de rénovation détaillé. J'ai proposé 47 000 euros, en m'attendant à une contre-offre. Ils ont accepté de la lâcher pour 45 000 euros, dans les 24 heures. J'ai utilisé l'investissement de 1000 euros de Walter, ainsi que chaque centime que j'avais économisé après 3 ans de travail à la quincaillerie, pour constituer un acompte. J'ai obtenu un prêt pour petite entreprise pour couvrir le reste, en utilisant la propriété elle-même comme garantie. L'agent bancaire avait l'air sceptique quand je suis entré avec mes plans de rénovation et mes tableurs budgétaires, mais les chiffres étaient solides. Il a approuvé le prêt. Les 6 mois suivants ont été brutaux. Je faisais mon travail habituel pendant la journée, puis je me rendais sur le chantier pour y travailler jusqu'à minuit, voire plus tard. J'ai arraché la moquette dégoûtante. J'ai découvert un magnifique parquet en chêne massif en dessous, qui avait juste besoin d'être poncé et verni. J'ai rebouché et peint chaque surface. J'ai remplacé les vieux luminaires par des alternatives modernes, achetées à la quincaillerie où je bénéficiais de ma remise d'employé. J'ai aménagé le jardin moi-même, passant mes week-ends à arracher les mauvaises herbes et à planter des arbustes. J'ai appris la plomberie en regardant des vidéos sur YouTube, et en demandant des services aux entrepreneurs que j'avais rencontrés grâce à la quincaillerie. J'ai compris les bases des travaux électriques de la même manière. J'ai fait des erreurs, et même beaucoup, mais j'ai appris de chacune d'elles. Le premier robinet que j'ai installé a fui pendant 3 jours, avant que je ne comprenne que j'avais oublié un joint. Le premier interrupteur que j'ai câblé fonctionnait à l'envers. Mais à la fin, j'étais capable de gérer la plupart des réparations domestiques de base avec compétence. J'ai aussi appris à gérer les permis, les inspections, et ce million de petits détails qui séparent les propriétaires amateurs des gestionnaires immobiliers professionnels. J'ai découvert que la ville exigeait des permis spécifiques pour certains travaux électriques. J'ai appris que les propriétés locatives nécessitaient des équipements de sécurité précis, comme des détecteurs de fumée câblés sur le réseau. Chaque réglementation me semblait être un obstacle conçu pour arrêter les gens comme moi. Mais j'ai traité chacune d'elles comme une leçon sur la façon de bien faire les choses. Quand j'ai eu terminé, l'endroit avait l'air complètement transformé. Peinture fraîche, équipement modernisé, sol refait à neuf, et un jardin joliment aménagé. Je l'ai fait évaluer par un professionnel, et le prix a été estimé à 89 000 euros. J'avais essentiellement créé 44 000 euros de valeur nette grâce à 6 mois de sueur, et environ 15 000 euros dépensés en matériaux et permis. Je l'ai mise en location à 1 200 euros par mois. J'ai reçu 14 candidatures dès la première semaine. J'ai sélectionné un jeune couple, tous les deux étaient professeurs, avec un revenu stable, d'excellentes références, et aucun signal d'alarme. Le loyer couvrait le paiement de mon hypothèque, les taxes foncières, l'assurance et le fonds de roulement pour l'entretien. Il me restait environ 200 euros de bénéfices chaque mois. Cet excédent allait directement dans mes économies pour le prochain achat immobilier. Mais plus important encore, j'avais prouvé que j'étais capable de le faire. Cette première propriété n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de démontrer que je pouvais prendre quelque chose de brisé, et lui donner de la valeur. Que je pouvais construire quelque chose de réel, avec mes propres mains et mon intelligence. La deuxième propriété est arrivée 8 mois plus tard. Une autre saisie immobilière. Cette fois, c'était un duplex. Le même processus s'est répété, recherché, calculé, rénové, loué. Cette fois-ci, les travaux ont avancé plus vite, parce que je savais ce que je faisais. À la fin de cette rénovation, je pouvais carreler une salle de bain, installer des toilettes, câbler un ventilateur de plafond, et réparer des cloisons sèches mieux que la moitié des entrepreneurs que j'avais rencontrés. La troisième propriété était une petite maison unifamiliale qui nécessitait des travaux majeurs.
Le propriétaire précédent avait commencé à vider la cuisine, puis il avait apparemment baissé les bras. J'ai passé 3 mois à terminer ce qu'il avait commencé. En cours de route, j'ai appris à installer des placards et à poser des plans de travail. Chaque propriété m'enseignait quelque chose de nouveau. Chaque rénovation me rendait plus compétent. Chaque location réussie prouvait que je pouvais faire cela de manière professionnelle. À 26 ans, je possédais 3 propriétés locatives. À 28 ans, j'en avais 7 à 30 ans, je dirigeais une petite société d'investissement immobilier, comptant 15 propriétés qui généraient un revenu mensuel constant. J'avais construit quelque chose de réel à partir de rien, en utilisant cette même obstination que ma famille détestait tant chez moi. Pendant ces années, ma famille a fait des tentatives sporadiques pour me contacter. Maman appelait pendant les fêtes. Elle laissait des messages où elle parlait de guérir les blessures familiales, et de laisser le passé derrière soi. Allez m'a trouver sur les réseaux sociaux. Elle m'envoyait des messages pour me dire à quel point elle avait mûri, et à quel point elle était désolée. J'ai tout ignoré. Pas par rancune, exactement, mais parce que je n'avais sincèrement rien à leur dire. Ils appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. J'avais tellement évolué par rapport à cette ancienne version de moi-même, qu'interagir avec eux me donnait l'impression d'essayer de discuter avec des inconnus, au sujet des problèmes de quelqu'un d'autre. Puis, Walter est tombé malade. Un cancer de stade 3 quand ils l'ont découvert. Il avait 72 ans et était têtu comme une mule. Il a insisté pour recevoir un traitement minimal, afin de pouvoir mourir selon ses propres conditions, au lieu de dépérir dans un hôpital. Je suis retourné vivre dans sa maison pour m'occuper de lui pendant ces derniers mois. C'est à ce moment-là que ma famille a fait son retour. Ma mère s'est pointée chez Walter un après-midi, pendant que j'étais au travail. Elle avait appris par un lointain cousin que Walter était mourant. Elle s'était probablement dit que c'était sa chance de renouer le contact pendant que j'étais vulnérable. Walter, que Dieu le bénisse, l'a accueilli sur le pas de la porte et ne l'a pas laissé entrer. Patricia, a-t-il dit froidement. Tu as un sacré culot de te pointer ici après ce que tu as fait à ce garçon. Je suis sa mère, a-t-elle répondu, essayant de paraître blessée. J'ai le droit de voir mon fils. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi les fantasmes de ta fille plutôt que la réalité de ton fils. Blake ne veut pas te voir. Maintenant, dégage de ma propriété avant que j'appelle la police. Elle est partie, mais non sans avoir laissé une lettre. Walter me l'a donnée ce soir-là. J'ai failli la jeter sans la lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation. 3 pages expliquant comment elle avait toujours aimé ses 2 enfants de manière égale. Comment elle avait fait de son mieux dans des circonstances difficiles. Comment elle avait vraiment changé, et travaillait dur maintenant pour devenir indépendante. Pas de véritables excuses, juste des explications et des justifications, enrobées dans le vocabulaire de la victimisation. Le clou du spectacle se trouvait dans le dernier paragraphe. Nous traversons des difficultés financières en ce moment. Les heures supplémentaires de ton père ont été supprimées, et Ale a du mal à trouver un emploi stable. Nous aurions vraiment besoin de ton aide. Je sais que tu as bien réussi dans l'immobilier. Peut-être que tu pourrais nous donner des conseils, ou nous aider avec un prêt. La famille s'entraide, Blake, c'est ce que nous faisons. Voilà. C'était la vraie raison de ce soudain intérêt pour une réconciliation. Ils avaient besoin d'argent. J'ai montré la lettre à Walter. Il l'a lue, puis me l'a rendue avec un hochement de tête dégoûté. Ils n'ont pas changé du tout, a-t-il dit. Toujours à se servir des gens. Toujours à refuser de prendre leurs responsabilités. Toujours à s'attendre à ce que tu règles leurs problèmes. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire, m'a-t-il demandé. Rien. Absolument rien, ai-je répondu. Walter a souri. C'est mon garçon. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil 3 semaines plus tard. Il m'a tout laissé, la maison, ses économies, son vieux camion. Le testament incluait une note, Blake, tu étais le petit-fils dont j'étais fier, et le fils que mon garçon n'a jamais appris à être. Utilise ces fondations pour construire quelque chose de magnifique. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. Les funérailles furent intimes. Moi, et quelques vieux amis de Walter. Ma mère et Ale ne sont pas venus. Elles n'étaient pas invitées. Papa, lui, est venu. Il avait l'air terrible. Plus vieux que jamais, les yeux creux.
Il s'est approché de moi après la cérémonie. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour tout. D'avoir été trop faible pour tenir tête à ta mère. D'avoir laissé aller nous manipuler tous. De ne pas avoir été le père que tu méritais. Je l'ai étudié un long moment. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Il n'y avait qu'une sorte de pitié détachée pour cet homme, qui avait gaspillé des années de sa vie à cautionner la toxicité de notre famille. Tu ne peux pas réparer le passé, Denny, lui ai-je dit. Mais tu peux arrêter de le répéter à l'avenir. Je demande le divorce, a-t-il soudainement lâché. J'ai déposé les papiers la semaine dernière. J'aurais dû le faire il y a des années. Mais je continuais à penser que les choses s'arrangeraient. Ça n'a jamais été le cas. C'est bien, ai-je répondu. Peut-être que maintenant, tu pourras découvrir qui tu es vraiment, au lieu d'être celui que Patricia voulait que tu sois. Nous ne nous sommes pas enlacés. Il n'y a pas eu de réconciliation larmoyante. Nous nous sommes simplement fait un signe de tête, comme de simples connaissances d'affaires, et chacun est parti de son côté. Mais quelque chose avait changé. Papa faisait enfin un choix, au lieu de se contenter de subir ce qui lui arrivait. Hériter de la maison de Walter m'a apporté le capital dont j'avais besoin pour développer mon entreprise. J'ai vendu la propriété pour 180 000 €, et j'ai utilisé les bénéfices pour acheter un petit complexe d'appartements. Il s'agissait de 8 unités qui nécessitaient des travaux importants, mais dont la structure était solide. J'ai passé un an à les rénover. Ensuite, je les ai loués à des locataires de qualité, au prix du marché. L'entreprise a prospéré. À 32 ans, je gérais 43 propriétés réparties sur 3 comtés. À 35 ans, je m'étais développé dans l'immobilier commercial, de petits immeubles de bureaux, des galeries marchandes, et même un petit complexe d'entrepôt. Chaque acquisition était soigneusement étudiée, financée de manière prudente, et gérée avec la même attention aux détails que j'avais apprise lors de ma toute première saisie immobilière. La clé du succès était de traiter les locataires comme des êtres humains, plutôt que comme de simples sources de revenus. Je répondais aux demandes d'entretien dans les 24 heures. Je gardais les propriétés en excellent état. Je facturais des loyers justes, alignés sur les prix du marché, au lieu d'essayer de presser chaque euro possible. Je me suis bâti la réputation d'un propriétaire chez qui les gens voulaient vraiment louer. Le bouche-à-oreille a fait son effet. Mes taux de vacances étaient systématiquement inférieurs à 5%, alors que la moyenne du marché se situait entre 12 et 15%. J'ai également commencé à encadrer d'autres jeunes investisseurs. C'étaient des personnes qui me rappelaient qui j'étais à 24 ans, affamé, déterminé, mais sans les connaissances ou les contacts nécessaires pour se lancer. Je les retrouvais autour d'un café pour examiner leur plan d'affaires, et parfois même, je m'associais avec eux sur leur premier projet. Regarder quelqu'un réussir en appliquant les principes que Walter m'avait enseignés, c'était comme honorer son héritage de la manière la plus significative qui soit. La société d'investissement elle-même est devenue rentable au-delà des simples revenus locatifs. Je dénichais des propriétés en difficulté, je les rénovais efficacement, puis je les gardais pour en tirer des revenus locatifs, ou je les revendais à d'autres investisseurs au prix du marché. L'entreprise s'est forgée une réputation, celle de s'attaquer à des projets complexes que les autres évitaient, agencements bizarres, violation du code de l'urbanisme, emplacements difficiles. J'avais compris que les problèmes considérés par d'autres comme rédhibitoires étaient en réalité des opportunités, à condition de savoir les résoudre de manière méthodique. Le chiffre d'affaires annuel a atteint les 7 chiffres quand j'ai eu 33 ans. Pas mal pour quelqu'un qui avait quitté la maison à 23 ans avec 500 € dans un sac de sport. En cours de route, j'étais devenu véritablement riche. Pas assez riche pour avoir un jet privé, mais à l'aise d'une manière que mes parents n'avaient jamais connue, malgré leurs efforts constants pour paraître prospères. La différence, c'est que j'avais construit quelque chose de réel. Eux, ils avaient maintenu des apparences à coups de cartes de crédit et d'heures supplémentaires. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré Nathalie. Elle était avocate spécialisée en droit immobilier, et s'occupait de la signature pour l'une de mes propriétés commerciales. C'était un petit immeuble de bureau que je convertissais en un espace commercial à usage mixte. Le propriétaire précédent s'était empêtré dans des violations du code de l'urbanisme. Il vendait à perte juste pour échapper à ce casse-tête. Je voyais du potentiel là où les autres voyaient des problèmes. Lors de notre première rencontre, Nathalie est entrée en portant un tailleur élégant. Elle tenait une mallette qui semblait peser plus lourd qu'elle. Elle était directe, efficace,
et n'avait absolument aucune patience pour les futilités. En moins de 5 minutes, elle avait identifié 3 problèmes potentiels avec le titre de propriété, que l'avocat précédent avait laissé passer. En 10 minutes, elle avait exposé des solutions pour les 3. Vous avez vraiment lu tout ce contrat, lui ai-je dit, impressionné. La plupart des avocats se contentent de survoler les clauses standards. C'est littéralement mon travail, a-t-elle répondu sans lever les yeux de ses notes. Vous seriez surpris de voir combien de personnes me paient pour faire des choses qu'elles pourraient faire elles-mêmes, si seulement elles prenaient la peine de lire les documents. Nous avons fini par prendre un café après la signature de l'acte de vente. C'est elle qui l'avait suggéré. Elle m'a confié qu'elle aimait travailler avec des investisseurs qui comprenaient réellement ce qu'ils achetaient, au lieu de courir simplement après l'argent. Nous avons parlé pendant 2 heures des tendances du marché immobilier et du droit de la propriété. Elle avait grandi dans un parc de mobile homes, et avait financé ses études de droit en cumulant 3 emplois. Elle n'avait aucune tolérance pour les gens qui cherchaient des excuses au lieu d'essayer de progresser. Ma mère m'a toujours dit que je devrais trouver un homme gentil et stable pour s'occuper de moi, m'a raconté Nathalie lors d'un de nos premiers rendez-vous. Elle pensait me donner un bon conseil, mais je l'ai pris comme un avertissement sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Le courant est immédiatement passé entre nous. Nous étions 2 personnes qui s'étaient construites à partir de rien. Nous avions tous 2 compris que le succès ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait de bâtir quelque chose de tangible, que personne ne pourrait nous enlever. Elle comprenait également les dysfonctionnements familiaux d'une manière que la plupart des gens ignoraient. Son père était un toxicomane, qui avait vidé les économies de la famille à plusieurs reprises avant de disparaître lorsqu'elle avait 12 ans. Sa mère avait passé des années à lui trouver des excuses, choisissant d'être loyale envers un homme destructeur, plutôt que de protéger ses propres enfants. Nathalie avait appris très tôt, tout comme moi, que parfois, les personnes censées vous aimer sont en réalité celles qui vous freinent. Tu sais ce que j'aime dans l'immobilier, m'a-t-elle dit un soir, alors qu'elle révisait des contrats sur ma table de cuisine. Les bâtiments ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Ils ne cherchent pas d'excuses. Soit les fondations sont solides, soit elles ne le sont pas. Soit la structure est en bon état, soit elle ne l'est pas. Tout est mesurable, réparable et perfectible. J'aimerais tellement que les gens fonctionnent de la même manière. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage. Rien de très extravagant. Juste nous 2, dans la toute première propriété que j'avais rénovée. Nous nous tenions dans le salon, là où j'avais passé 6 mois à apprendre comment reconstruire quelque chose à partir de morceaux brisés. Je lui ai dit que c'était exactement ce qu'elle m'avait aidé à faire avec ma propre vie, prendre quelqu'un de brisé, et l'aider à se réparer, sans jamais essayer de changer qui il était fondamentalement. Elle a dit oui avant même que j'aie terminé de poser la question. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite salle qui pouvait accueillir exactement 50 personnes. C'était une cérémonie intime, réservée à nos amis proches. Pas de drames familiaux, pas de spectacle, pas de faux-semblants. Juste 2 personnes qui se comprenaient, s'engageant à construire quelque chose ensemble. Papa est venu, ce qui m'a surpris. Il avait officiellement divorcé de Patricia à ce moment-là. Il fréquentait une femme prénommée Claire, qui le traitait vraiment comme son égal. Il avait l'air en meilleure santé que ce que j'avais vu depuis des années, comme si des décennies de fardeau avaient été enlevées de ses épaules. « Je suis fier de toi », m'a-t-il dit lors de la réception. Walter le serait aussi. « Merci », ai-je répondu. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », a-t-il continué. « Mais je veux que tu saches que j'essaie d'être une meilleure personne, de faire mieux. » Ça se voit, lui ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Vers cette même période, j'ai reçu un message inattendu de Haley sur les réseaux sociaux. Contrairement à ses précédentes tentatives de contact, celle-ci était différente. Pas d'excuses bidons, pas de manipulation, juste un message franc et direct. Blake, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais que tu saches que j'ai travaillé sur moi-même. J'ai trouvé un travail dans un restaurant, j'y suis depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé comme hôtesse, et j'ai gravi les échelons pour devenir chef d'équipe. Ce n'est pas très glamour, mais c'est un travail honnête, et j'en suis fier. Je suis désolé pour tout. Tu n'es pas obligé de me pardonner, ni même de me répondre. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que tu as toujours su, que la véritable valeur vient de ce que l'on construit, et non de ce qu'on nous donne. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai montré le message à Nathalie, qui l'a lu attentivement.
Qu'en penses-tu, m'a-t-elle demandé. Je pense que les gens peuvent changer, ai-je répondu. Mais je pense aussi que seul le temps dira si c'est réel, ou si c'est juste une énième mise en scène. C'est juste. 6 mois plus tard, elle m'a envoyé un nouveau message. Cette fois-ci, elle y avait joint des photos d'elle travaillant au restaurant, d'un appartement simple qu'elle avait loué par elle-même, et d'un petit compte d'épargne qu'elle s'était constitué. Pas de demande, pas de manipulation. Juste la preuve d'une vie qu'elle se construisait sans l'aide de personne. J'ai répondu avec une seule phrase, fier de toi pour le travail accompli. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard, merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Nous ne sommes pas devenus proches. Il n'y a pas eu de retrouvailles larmoyantes. Nous n'avons pas fait comme si le passé n'avait pas d'importance. Mais nous avons établi une forme de respect distant. Deux personnes partageant le même ADN et les mêmes traumatismes, reconnaissant l'existence l'une de l'autre, sans rien exiger en retour. Quant à ma mère, j'ai appris par les ragots de la famille qu'elle vivait dans un petit appartement après son divorce. Elle travaillait comme réceptionniste, et continuait de raconter à qui veut l'entendre l'histoire de ses enfants ingrats qui l'ont abandonnée. L'ironie de la situation n'a échappé à personne, elle s'est retrouvée à faire le même genre de travail que celui avec lequel Ale avait commencé. À une différence près, Ale l'avait utilisé comme un tremplin pour évoluer, alors que Patricia s'en servait comme d'une preuve de sa victimisation. L'année dernière, j'ai décidé d'honorer la mémoire de Walter en ouvrant un centre communautaire dans le quartier où il avait vécu toute sa vie d'adulte. Le bâtiment était un ancien entrepôt qui était resté vide pendant 3 ans. Le propriétaire était décédé, et ses héritiers n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait en faire. Ils ont fini par le vendre, simplement pour arrêter de payer des taxes sur une propriété inoccupée. Je l'ai acheté pour 180 000 €, puis j'ai dépensé 400 000 € supplémentaires pour les rénovations. L'espace était immense, plus de 1000 mètres carrés, 12 000 pieds carrés, de pur potentiel. Nous l'avons entièrement vidé, et mis aux normes de construction moderne, tout en préservant les briques apparentes et les poutres en bois d'origine, qui lui donnaient tant de cachet. Nous y avons créé un laboratoire informatique avec 20 postes de travail équipés de logiciels récents. Nous avons construit 4 salles de soutien scolaire privées, où les enfants pourraient recevoir une aide individuelle pour leurs devoirs. Nous avons conçu une grande salle polyvalente, capable d'accueillir aussi bien des ateliers de formation professionnelle que des réunions de quartier. Nous avons également ajouté une cuisine commerciale et un petit espace de restauration, où les gens pourraient savourer des repas abordables. Rien d'extravagant. Juste de la bonne nourriture, à des prix qui ne ruineraient pas leur budget. Le restaurant était l'idée de Nathalie. Elle avait souligné que de nombreuses familles de ce quartier souffraient d'insécurité alimentaire, mais que les repas gratuits étaient souvent stigmatisants. Facturer 1 € pour une assiette de nourriture permettait aux gens de conserver leur dignité, tout en recevant de l'aide. Quelle femme intelligente, mon épouse. J'ai passé 8 mois sur cette rénovation, à gérer les entrepreneurs, et à faire une grande partie du travail moi-même quand je le pouvais. Le bâtiment s'est transformé, cette ancienne verrue abandonnée est devenue un lieu dont le quartier pouvait être fier. Je l'ai nommé la Fondation Walter. En l'honneur de l'homme qui m'avait appris que la réussite consiste à construire des échelles pour que les autres puissent y grimper, et non à les retirer derrière soi. Lors de la cérémonie d'inauguration, plus de 200 personnes se sont présentées. Il y avait des familles locales, des propriétaires d'entreprises, et des membres du conseil municipal qui nous avaient aidés à accélérer l'obtention de nos permis. Le laboratoire informatique affichait déjà complet pour tout le mois suivant. 3 enseignants locaux s'étaient portés volontaires pour animer des séances de soutien scolaire gratuites. Le restaurant avait reçu les candidatures de 5 personnes souhaitant y travailler, toutes originaires du quartier. Papa est venu avec Claire. Ale est venue avec son petit ami et leur bébé, Owen. Elle l'avait nommé d'après le 2e prénom de Walter. La famille de Nathalie remplissait la pièce. Il y avait nos amis de longue date, nos associés commerciaux, et des gens du quartier qui avaient vu la rénovation prendre forme. Je me tenais à l'avant de la pièce, regardant tous ces visages qui se souciaient vraiment de nous, et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais construit tout cela. Pas seulement ce bâtiment, pas seulement cette entreprise, pas seulement cette richesse. J'avais construit une vie entourée de personnes qui choisissaient d'être là. Des gens qui répondaient présents, et qui donnaient sans rien attendre en retour. Pendant mon discours, j'ai parlé de Walter. J'ai partagé ce qu'il m'avait appris sur la résilience, le respect de soi,
et la différence entre la famille dans laquelle on est, et celle que l'on se choisit. Walter m'a dit un jour que la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, ai-je déclaré à l'Assemblée. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison. Il m'a montré que lorsque les gens essaient de vous rabaisser, vous ne devez pas vous rétrécir pour vous conformer à leurs attentes. Vous grandissez, jusqu'à les dépasser complètement. La salle était silencieuse. Les gens m'écoutaient avec une réelle attention. Certaines personnes essaieront d'éteindre votre lumière, parce qu'elle rend leurs propres ténèbres visibles. Ils essaieront de vous convaincre que vous n'êtes rien, parce que votre quelque chose menace leur tout. Mais quand vous vous choisissez vous-même, quand vous refusez de vous effacer pour le confort de quelqu'un d'autre, vous ne faites pas que vous sauver. Vous montrez aux autres qu'ils peuvent, eux aussi, faire ce même choix. J'ai regardé papa, qui avait les larmes aux yeux. J'ai regardé Haley, qui tenait Owen dans ses bras. J'ai fait un signe de tête à Nathalie, qui comprenait mieux que quiconque ce qu'il fallait endurer pour construire du solide à partir de morceaux brisés. Walter a choisi de tendre la main à un enfant invisible. Denny a choisi le divorce plutôt que de continuer à vivre dans le mensonge. Haley a choisi le travail honnête plutôt que la manipulation. Et j'ai choisi de quitter une maison qui n'a jamais été un foyer, pour construire quelque chose de vrai. C'est ce que représente cette fondation. L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix. Les applaudissements ont rempli la salle, mais je n'avais pas tout à fait terminé. Je veux conclure avec ceci, ai-je repris. Le véritable cadeau que Patricia m'a fait, sans même le vouloir, c'est de m'avoir montré exactement ce qu'il ne fallait pas être. En me privant de fêtes d'anniversaire, elle m'a appris à me célébrer moi-même chaque jour. En me répétant que je n'étais rien, elle m'a motivé à devenir quelqu'un. En m'effaçant des photos de famille, elle m'a libéré, me donnant la possibilité de peindre mon propre portrait. Papa s'est levé, une chose qu'il n'aurait jamais osé faire des années auparavant. C'est mon fils, a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est mon garçon, dans tous les sens du terme. La fête a continué tard dans la nuit. Haley est parti tôt pour coucher Owen, mais non sans m'avoir pris dans ses bras au préalable. Une vraie étreinte, sans arrière-pensée ni manipulation. Merci, a-t-elle murmuré, de m'avoir montré qu'il était possible de changer. Tu as accompli cela toi-même, lui ai-je répondu. J'ai juste arrêté d'alimenter l'autre option. Papa est resté jusqu'à la fin. Il a aidé à nettoyer comme un vrai bénévole, au lieu de s'attendre à être servi. Pendant que nous empilions des chaises ensemble, il m'a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. J'ai gaspillé 20 ans à avoir peur de la colère de ta mère. Peur de faire des vagues. Peur de défendre ce qui était juste. Le plus drôle, c'est qu'une fois que j'ai enfin franchi le pas, j'ai réalisé la chose suivante, la seule chose dont j'aurais dû avoir peur, c'était de perdre encore plus de temps à avoir peur. Mieux vaut tard que jamais, lui ai-je dit. Malgré tout, a-t-il répondu, en regardant cette pièce vide qui se remplirait bientôt d'enfants venus apprendre et grandir. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux quand ça comptait vraiment, au moment où tu avais besoin que je le sois. On ne peut pas changer le passé, l'ai-je rassuré. Mais tu es là, aujourd'hui. Et ça compte pour quelque chose. Alors que Nathalie et moi fermions les portes à clé cette nuit-là, elle m'a pris la main et m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Tu sais ce qu'est vraiment la meilleure vengeance? Ce n'est pas le succès, ni l'argent, ni même le bonheur. C'est l'indifférence. Patricia est là dehors, quelque part. Toujours en colère, toujours amère, toujours en train de blâmer tout le monde. Mais tu l'as tellement dépassée, qu'elle n'est même plus une note de bas de page dans ton histoire. Elle est juste un catalyseur, l'étincelle qui a déclenché une réaction qu'elle n'a jamais pu contrôler. Elle avait raison. Je pensais rarement à Patricia désormais. Quand cela m'arrivait, c'était avec cette sorte de curiosité détachée que l'on peut ressentir face aux problèmes d'un inconnu. L'emprise qu'elle avait sur moi s'était complètement dissoute. Elle avait été remplacée par les bases solides de relations authentiques, et d'un succès amplement mérité. Avec le recul, me faire bannir de mon propre anniversaire a été le plus beau cadeau que ma famille toxique ait pu m'offrir. Cela m'a forcé à arrêter d'attendre qu'ils célèbrent mon existence, et à commencer à la célébrer moi-même. Cela m'a appris que l'on ne peut pas gagner l'amour de personnes qui voient notre réussite comme leur propre échec. Et surtout, cela m'a montré que parfois, la meilleure façon d'honorer d'où l'on vient, c'est de devenir tout ce qu'ils ont essayé de vous empêcher d'être. J'ai 37 ans aujourd'hui. Nathalie et moi avons 2 enfants.
Ils grandissent dans une maison où les anniversaires sont fêtés, où les réussites sont reconnues, et où l'amour n'est pas conditionné par le fait d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Ale amène Owen pour les dîners du dimanche. Il joue avec ses cousins, et découvre que les réunions de famille peuvent être synonymes de joie, et non de jugement. Papa est un grand-père actif, le genre de figure bienveillante qu'il n'avait jamais pu incarner auparavant. Il s'excuse encore parfois pour les années perdues, mais je lui répète la même chose à chaque fois, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir l'avenir. Quant à Patricia, j'ai entendu dire par des parents éloignés qu'elle occupe toujours ce poste de réceptionniste. Elle raconte encore à qui veut l'entendre l'histoire de ses enfants ingrats qui l'ont abandonnée. La différence entre elle et Ale est frappante. Ale a fait le choix de grandir. Patricia, elle, a choisi de s'enfermer dans son rôle de victime.